Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale que j'anime avec Landry Coueton. Landry, bonjour. Bonjour Jean-Yves Mitope. C'est la saison des recours avec les feuilletons Madougou, Runkpe et surtout Soui. Deux députés de l'Union progressiste ont livré deux versions contradictoires devant les sages de la Cour constitutionnelle suite à la requête de l'honorable Tidjani Afo-Obo. Le député conteste son parrainage. Pour commenter cette actualité, un membre de l'Union progressiste. Ce matin, nous recevons Damien Arouadokon. Il est juriste, expert en économie maritime et portuaire, consultant également en transport et logistique. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Avec vous, nous parlerons justement de la présidentielle de 2021. Nous parlerons également de l'économie maritime au Bénin. Je le disais tantôt, deux députés de votre parti étaient à la Cour constitutionnelle hier. Les débats étaient un peu houleux. Il y avait de la contradiction dans l'air. Dites-nous comment avez-vous suivi ce feuilleton hier à la Cour constitutionnelle? Bon, et je pense que d'abord, à l'entame de ce débat, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette invitation que vous m'offrez. Et je pense que nous abordons un sujet d'actualité qui concerne donc la République. Et il est quand même bon temps que les téléspectateurs puissent vraiment nous suivre par rapport à ce débat vraiment enrichissant. Revenant à votre question, je pense que au niveau donc de l'Union progressiste, il y a une ligne éditoriale que les uns et les autres doivent respecter. Quand vous appartenez donc à un parti politique, il y a quand même les tests qui régissent donc le parti politique. Et il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe. Il faut suivre la discipline du groupe. Ce que nous avions observé hier donc devant les sages donc de la haute juridiction, et personnellement, moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris parce que en amont, j'ai eu à observer beaucoup de choses. Et la haute juridiction qui est là, elle est là pour départager les uns les autres. Quant au fait, quant au contenu de chaque dossier, et quand même pour départager les deux dossiers, et il faudrait quand même que la présence effective de chacun et de tous. Ce que nous avions assisté hier, chers journalistes, je pense que c'est la démocratie. C'est la démocratie, parce que la démocratie, c'est aussi la contradiction des faits. Et je pense que les propos de l'honorable Soui étaient des propos quand même qui n'engagent que lui. Ça n'engage pas le parti de l'Union progressiste. Et sous d'autres cieux, j'avais appelé quand même, j'ai traité ces propos, excusez-moi le mot un peu d'indiscipline. Et je pèse bien mes mots parce que vous êtes dans un parti UP qui n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti quand même à vocation nationale qui aspire ou qui gère déjà la vie politique. Donc, pour ceci, vous devez quand même suivre les règles du jeu, sachant bien quand même que par rapport au parrainage, les députés disposaient quand même d'un pouvoir discrétionnaire pour parrainer tel ou tel candidat. Et vous n'êtes pas sans savoir quand même que il a eu tellement beaucoup d'encre et de salive pour parrainer un candidat à un autre. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas allés directement devant la haute juridiction parce qu'en amont, ils avaient déposé leur dossier à la Sénat. Alors, deux questions rapidement. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez observé des choses en amont. On va revenir sur ça. Vous avez parlé d'indiscipline, alors que pour beaucoup, le parrainage est un choix libre et l'élu concerné doit pouvoir librement choisir son parrain. C'est ce qui est décrié aujourd'hui dans ce qui a été présenté dans le feuilleton Soui, en réalité, parce que le député dit qu'il n'a pas pu choisir librement le parrain et que sa fiche lui a été retirée. Est-ce que c'est ce que l'Union progressiste est censée faire en réalité? Hier j'étais sur un plateau de télévision par les moindres. Et ce que j'ai dit sur le plateau, quand je suivais donc les résultats de la Cour constitutionnelle hier soir, ça confirmait pratiquement tout ce que je disais. Parce que souvent on dit en droit, la preuve est la rançon du droit. Et juste tout ce feuilleton dont nous sommes en train d'observer, c'est des faits. C'est des faits. En droit, on ne s'attend pas seulement aux faits, mais il faut avoir la preuve. Et vous aviez constaté avec nous qu'ils n'ont pas pu vraiment exhiber
la preuve qu'il faut, la véracité donc de la preuve, on n'en a pas eu. Et c'est de ça il s'agit. Parce qu'il est bien vrai, nous sommes sur un terrain politique, mais autrement dit, nous sommes aussi sur un terrain de droit. Vous voulez dire que les 118 ou les 117 autres parrains de l'Union progressiste ont choisi librement de porter leur choix sur la candidature de Patrice Talon? Vous savez, il faut avoir le courage de le dire. Et j'ai eu cette chance quand même d'animer beaucoup de débats. J'ai été invité par les journalistes au début même du parrainage. Et nous avions expliqué quand même que, effectivement, selon donc le cas d'espèce, que le parrainage aujourd'hui, il a de cela depuis 90, ce n'est pas une loi qui a été adoptée qu'on faisait. Donc ça voudra dire quand même que les choses ont changé. Notre pays est en train d'amorcer un développement inédit. Aujourd'hui, le parrainage, ce n'est pas pour verrouiller un candidat. Okay? Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que la fonction présidentielle, c'est une fonction quand même comme sacrée. Ce n'est pas une fonction où n'importe qui pouvait peut-être lever la main ou le doigt pour vraiment franchir la magistrature suprême. Donc c'est fort de tout cela quand même qu'il y a eu quand même le parrainage pour discipliner un certain nombre de candidats et pour avoir donc la caution des élus ou des maires. C'est très important. Donc c'est fort de tout cela que la loi même l'a dit, la loi même l'a stipulé que les députés, on n'a pas exercé une pression sur les députés. Les députés sont libres de parrainer tel ou tel candidat. Mais comme les gens parlent d'assemblée donc monocolore, et c'est de fait, effectivement, on constate que c'est les 83 députés représentent donc à la majorité présidentielle. Mais c'est fort de cela que pour que les élections soient inclusives, et comme l'a dit même le chef de l'État lors de sa brillante sortie, il a dit qu'il veut que cette élection soit des élections inclusives où les fils, donc les filles de la République peuvent se voir en liesse et tout ça là. Donc aujourd'hui, le parrainage est tellement indispensable pour la suite donc des élections. Vous n'avez pas répondu à la question, mais je vais laisser Landry poursuivre d'abord. On va revenir. Puisque nous sommes dans le feuilleton Soui, vous allez nous dire, Damien Arwandopon, membre fondateur de l'Union progressiste, je ne sais pas si vous êtes dans le couvent des décisions de ce parti, mais dites-nous, qu'est-ce qui sous-tend cette déclaration du député Soui? Je pense qu'à l'entame de ce débat, j'ai été très clair. J'ai dit, je le redis, je le reprécise. L'honorable Soui appartient donc à la majorité présidentielle et les membres de l'Union progressiste. Et tel que je l'ai dit, quand vous appartenez à un parti politique, il y a quand même les règles de ce parti donc, que vous devez suivre. Il y a la discipline de groupe. L'honorable Soui, ses propos d'abord n'engagent que lui, ça n'engage pas le parti, l'Union progressiste. Mais fort de cela, moi j'ai qualifié cela donc d'indiscipline de groupe. Et je pèse bien mes mots parce que, vous savez, et parlant donc du parrainage, on a dit que c'était discrétionnaire. Ça veut dire quoi? Chaque député était libre de parrainer. Et même, il a même eu des débats autour que les députés donc de la mouvance présidentielle peuvent aller parrainer les députés de l'opposition. Et c'est ce qu'on a constaté. Tout ce feuilleton dont vous observez aujourd'hui. Mais dites-moi que les gens ont exhibé des preuves tangibles ou des preuves tangibles et palpables aujourd'hui quand donc au remplissage des formulaires. On n'a pas eu de preuves. C'est juste des déclarations de fait jusqu'à présent. Et moi, je ne suis pas sur un terrain politique où on ne fait que peut-être dire des comptes vérités. L'honorable Soui dit que lui veut parrainer Rekiat Madougou. On ne sait pas aujourd'hui, il ne présente pas une fiche de parrainage. Avez-vous la preuve? Il ne l'a pas présentée en tout cas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, s'il ne présente pas une fiche de parrainage, pour dire que, enfin, pour montrer que c'est Rekiat Madougou qui l'a parrainé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous savez quand même que la haute juridiction a demandé à Mme Rukia d'exhiber les preuves. Mais juste à preuve de contraire, elle n'a exigé aucune preuve. Nous sommes sur un terrain politique, d'accord, mais nous sommes gouvernés donc par les lois de la République. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et vous ne trouvez pas qu'il y ait un mobile financier derrière cette déclaration du député Soui? Un mobile financier, c'est fort possible. Parce que
nous avions dit dans ce pays, et même au début même donc, du parrainage, que lors donc du dispatching des formulaires et autres, il ne faudrait pas que nous constations donc l'achat de conscience. Moi, je l'ai souligné sur des plateaux techniques, et si on doit en venir à ce niveau, c'est vraiment regrettable, c'est dommage. Le député Soui sera-t-il exclu de ce parti ou quelle sera la sanction? Je pense que l'honorable Soui ne serait pas exclu du parti. Mais ce qui est sûr, il serait sanctionné convenablement aux tests en vigueur de l'Union progressiste. Alors, si on doit repartir un peu avant même que les sanctions ne tombent et tout, est-ce qu'il y a d'autres souris encore, selon vous, au niveau de l'Union progressiste? Parce qu'il a dit, même si on a du mal à le comprendre, il a dit qu'il y a d'autres députés qui n'arrivent pas, d'autres élus, d'autres parrains, qui n'arrivent pas véritablement à s'exprimer, à dire ce qu'ils veulent ou à dire qui ils veulent parrainer exactement. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez observé des choses et que vous n'étiez pas surpris par rapport à tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des bruits de couloir au niveau de l'Union progressiste? D'autres souris sont-ils en attente? Non, je pense qu'il n'a pas de pot de couloir, pas du tout, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut bien le faire, parce que demain, ça peut rattraper tout chacun de nous. C'est très important. Et sachez quand même que nous sommes en politique. Nous sommes en politique, ça là, c'est la finalité. On est en politique, la politique c'est un jeu. La politique c'est un jeu, mais ce jeu quand même doit respecter un certain nombre de règles, de disciplines au sein donc du parti. Dire qu'il a autre souris, je ne le pense pas, je ne le pense pas. D'accord, nous allons avancer dans ce débat. Les sanctions, on tombe dans certains partis politiques. Vous avez dit tout à l'heure que le député Soui ne sera pas exclu. Mais il y en a qui sont interdits d'être candidats à quelque élection que ce soit au niveau du bloc républicain. Le cas au niveau des FCVE, nous avions vu. Chez les démocrates, comment est-ce que vous analysez toutes ces sanctions-là au niveau de ces partis politiques? Est-ce que les réformes aujourd'hui du système partisan sont en train de prendre un cours? Je pense que nous sommes en train d'assister à un feuilleton, à un grand feuilleton qui n'en a pas notre République, qui n'en a pas notre pays. Et en la matière, les dirigeants donc des partis politiques doivent prendre vraiment leurs responsabilités. C'est très important. Parce que ne pas le faire, cela peut-être peut entraîner beaucoup de préjudices. Cela peut entraîner beaucoup de préjudices. Et je voudrais quand même dire que, comment on appelle, pour répondre donc à votre question, que les sanctions, il doit en avoir. Il doit en avoir les sanctions. Vous aviez constaté, par exemple, au niveau des démocrates, il y a même des gens qui ont été même expulsés donc, du parti politique. Parce que si je prends cas par cas, si je prends le parti Les Démocrates, vous savez qu'il y a un problème qui se pose à leur niveau. Vous avez vu quel problème? Non, mais c'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation qui se pose à leur niveau. Les démocrates ne sont pas organisés en leur sein. Parce que quand vous aspirez diriger une nation, quand vous aspirez diriger donc un pays, la première des choses d'abord c'est l'organisation. L'organisation en votre sein. Moi je constate vraiment, et ceci avec amertume, que les démocrates ne sont pas vraiment organisés. Quels sont les éléments qui... mais c'est le cafouillage dont vous constatez au sein donc, du parti. Ou si c'est vraiment un parti discipliné, où les gens doivent suivre les règles du jeu. Comment se fait-il que vous avez vu le duo Agossa et Kokwe et le duo Rikiat Madougou avec Djivo et autres, que en temps normal, si l'opposition devait être vraiment très forte, parce que l'opposition aspire à prendre le pouvoir, donc si l'opposition aspire à prendre le pouvoir, en leur sein, il faut un certain nombre de disciplines. Tout ce que nous voyons comme feuilleton, sans vous mentir, c'est regrettable. Et puis, moi, en tant que Béninois, je ne suis pas vraiment fier de ce genre de feuilleton que nous voyons. Vous dites que c'est regrettable, effectivement, depuis quelques jours. Il y a une escalade verbale, il y a beaucoup de déclarations de part et d'autre. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en sécurité? Est-ce que vous vous dites que nous sommes dans une crise? Bon, nous ne sommes pas dans une crise, pas du tout. Parce que depuis 1990, les élections au Bénin ont été toujours des moments festifs. Ok?
Donc, on ne peut pas parler de crise. Il n'a pas de crise, il n'a pas péril dans la demeure. Parce que toutes les institutions de la République, tout le maillon donc, de la chaîne électorale, chaque maillon travaille et joue sa partition. Donc, on n'est pas dans une crise et nous devons peut-être prier. Nous devons prier, ça là c'est très important parce que c'est une grande élection. Nous devons prier pour que vraiment la paix puisse revenir au sein donc de chaque candidat, au sein donc de chaque parti politique. C'est l'idéal. D'accord. Je ne sais pas si avec Jean-Eudes nous allons fermer les justement, politiques. Très rapidement, une dernière question sur les démocrates toujours. Comment voyez-vous les démocrates dans une semaine, dans 2 semaines? Parce que nous avançons inexorablement vers la date fatidique. Bon, pas fatidique, mais nous avançons vers le 11 avril. Non, d'abord, avant de revenir à votre question, et pour être vraiment très concret, parce que le parti Les Démocrates aussi est rempli de personnalités. Et vous savez que la loi a été claire. Vous savez quand même que le protocole additionnel donc, de la CEDEAO, vous n'êtes pas sans savoir quand même que avant les 6 mois des élections, qu'on ne peut plus abroger ou une loi au détriment d'une autre. Et le protocole même va loin pour dire quand même que il faut nécessairement concilier donc le consensus. Et le consensus là, c'est indispensable. Si les démocrates aujourd'hui voient quand même qu'ils n'ont plus espoir, et ce n'est pas le fait d'aller sur des plateaux techniques et pour insulter donc, les personnalités donc, qui dirigent ce pays, parce que vous aspirez donc à diriger le Bénin. Si vous aspirez à diriger le Bénin, vous devez avoir en amont un certain nombre de comportements, parce que les gens nous suivent, les gens nous regardent, et puis ce que je constate, c'est que vous allez voir les démêlés au niveau donc des démocrates, on n'en finira pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de surprises. Vous parlez de consensus. Vous pensez aujourd'hui qu'on va vers ce consensus? Le consensus d'abord, c'est un comportement. C'est un comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir le comportement des démocrates, de nos adversaires en face, les gens qui passent de tout leur temps à ne faire rien que du verbiage, à insulter, à ternir l'image du pays, et avec ça, je pense qu'il ne peut pas avoir une porte de sortie. Mais l'idéal, en tant que membre de l'Union progressiste, l'idéal, c'est le dialogue. C'est pratiquement la seule voie. Landry, on peut progresser. On peut progresser. Je rappelle que M. Damien Ahmadokun est aussi acteur portuaire et consultant expert en économie maritime. Je voudrais juste vous poser une question. Que se passe-t-il aujourd'hui au port autonome de Cotonou? Bon, merci de m'avoir posé cette question parce que ça fait partie des questions donc, de l'actualité. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Et si nous sommes dans un état de droit, nous sommes donc gouvernés donc, par les lois de la République. Par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe au port, je ne voudrais pas me prononcer parce que la justice donc, a saisi le dossier et ils ont mis comment on appelle, les éléments, c'est-à-dire parce qu'actuellement, ils jouissent donc d'une présomption d'innocence. Ils sont mis donc sur mandat de dépôt. C'est un dossier qui est en instruction. Et vous savez quand même que les dossiers qui sont en instruction, ce n'est pas du bavardage. Ce n'est pas des dossiers où il faut polémiquer, il faut parler. Non. Donc je préfère, monsieur Damien, qu'on passe à autre chose. Oui, on comprend votre position. Mais pour ceux qui suivent notre chaîne de télévision B-News, la chaîne des frissons, rappelez-nous juste les faits. On ne vous demande pas de faire forcément du commentaire sur ce qui se passe, mais rappelez-nous, les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe au port autonome de Cotonou. Y a-t-il détournement? Y a-t-il pas détournement? Non, mais qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est ce que je lis dans les journaux. C'est ce que nous lisons dans les journaux. C'est vous qui faites l'actualité au niveau du port autonome de Cotonou. C'est ce que nous lisons dans les journaux parce qu'on a constaté qu'il y a quand même une haute corruption. Mais ce que les gens doivent comprendre, que le chef d'État, le chef d'État, son Excellence Patrice Talon, n'a pas d'amis. Parce que vous auriez constaté que durant pratiquement ces derniers jours, il a eu beaucoup d'arrestations. Il a eu beaucoup d'arrestations des gens qui sont rapprochés donc du chef de l'État. Et ce n'est pas la première fois qu'on emprisonne donc, les gens qui sont aux alentours du chef de l'État. Sous d'autres cieux, et quand on prend peut-être au niveau donc on arrête un élément
de l'opposition, vous voyez vraiment tout ce tapage qui vraiment, les gens vont même inciter même juste les chefs de l'État. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il est bien vrai que c'est regrettable. C'est regrettable, c'est dommage. Mais ce qui est sûr, force doit rester à la loi. Quand vous regardez... vas-y. Quand vous regardez ce qui s'est passé au port autonome de Cotonou, c'est vrai que le dossier est toujours pendant devant la justice. Vous dites qu'il faut encore mettre le turbo sur la lutte contre la corruption? Oui, bien sûr. C'est l'occasion vraiment de féliciter le chef de l'État. Parce que, vous savez, tout ce qui se fait, c'est sans état d'âme. Surtout au niveau donc, de la lutte contre la corruption. Il n'a pas d'amis. Parce que quand vous rentrez donc, dans le rouage donc, de la corruption, même si vous avez un dossard, le dossard finira par ne pas vous couvrir. Et vous serez donc exposé donc, aux lois de la République. Comment se porte l'économie maritime dans notre pays aujourd'hui? Je pense que l'économie maritime aujourd'hui ne se porte pas très bien et au regard donc, de tout ce qui se passe dans le monde entier, au regard donc du Covid. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que cette maladie, cette pandémie est venue quand même désorganiser un tant soit peu le monde maritime. Et à cet effet, le flux donc, des marchandises importées, que ce soit exportées, ont pris un coup. Donc le monde maritime aujourd'hui s'efforce par donc, son expertise et sa manière de faire pour quand même supporter et être au-delà donc, de la mêlée pour juguler cette crise qui n'ébranle pratiquement personne. Vous dites que l'économie maritime ne se porte pas bien, que cette économie a pris un coup, mais il y a quand même des chiffres contradictoires qui montrent qu'il y a eu une augmentation des recettes, alors que nous savons que les recettes viennent exclusivement, même si elles sont fiscales, elles viennent surtout du port autonome de Cotonou. Qu'est-ce qui peut justifier cette contradiction alors? Bon, vous savez, merci pour votre question. Et nous sommes dans un pays purement fiscal. Et le Bénin vit donc de la fiscalité. Le Bénin n'est pas un pays pétrolier. Le Bénin est un petit pays situé donc en Afrique de l'Ouest qui est en train de faire son chemin depuis le 6 avril 2016 jusqu'à présent. Et vous aurez donc constaté que avec toutes les réformes, les réformes de façon globale, vous aurez dû constater qu'aujourd'hui, le citoyen lambda qui ne payait pas ses impôts, aujourd'hui paie ses impôts. Vous auriez dû constater que c'est avec l'argent des contribuables que le président, le chef de l'État est en train de prendre tout ça là pour construire le pays. Je vous donne juste un exemple. Bon, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de voyager un peu dans le pays. Et un jour, j'étais parti à Parakou. J'étais resté juste dans l'hôtel. Ça fait de cela déjà plus de 5 ans. Vous savez, j'ai fait une semaine, bien sûr, sans ne pas avoir de l'eau. Une semaine dans les collines sans ne pas avoir de l'eau. Chose ahurissante. Mais aujourd'hui, si vous allez aujourd'hui dans les collines, vous allez crier à haut sur le baudet. C'est-à-dire que vous serez vraiment très fiers des nobles réformes consenties donc, au sujet donc, de la population. Tout ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour le développement de notre pays. Et c'est fort de cela que, vous savez, quand on parle de développement, le développement, ce n'est pas individuel. Le développement, c'est collectif. C'est pour cette raison que nous appelons toutes les filles et tous les fils de la République à vouloir accompagner donc le chef de l'État dans cet élan qu'on a commencé depuis le 6 avril 2016 et que cet élan doit continuer jusqu'en 2026. Alors, je ne sais pas si je ne vous ai pas bien suivi, mais je parlais surtout de la contradiction qu'il y avait entre ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'économie maritime ne se portait pas bien, et les chiffres qui ont été avancés avant que vous ne parliez de l'eau. Bon, le journaliste m'a parlé de l'économie maritime dans sa globalité mondiale. J'ai dit que l'économie maritime mondiale ne se porte pas bien compte tenu d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire compte tenu des crises. Mais si nous devons revenir par exemple au Bénin, vous savez qu'avec la crise Covid, et avec la fermeture donc de la frontière et avec tout ce que nous avions eu aujourd'hui, et notre port a pris un coup. Ça, il faut avoir donc le courage de le dire, surtout avec la fermeture de la frontière. Notre port a pris un coup.
Mais, quels sont les éléments tangibles, au-delà de ce que vous exposez, la Covid, la fermeture des frontières, quels sont les éléments tangibles qui peuvent prouver ce que vous êtes en train de dire? Non, mais les éléments tangibles, je pense que si nous devons branler les éléments tangibles, nous allons parler... Y a-t-il une baisse du trafic? Y a-t-il une baisse du traitement des marchandises? Comment vous pouvez étayer ce que vous êtes en train de dire? Bon, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est pas que j'évite votre question, mais je ne suis pas venu ici, c'est pas le DG Port qui m'a envoyé ici pour parler donc du port. Je suis en train de parler juste en tant que technicien donc de la chose. Donc, il faut rectifier. Alors, autre chose, puisque vous êtes technicien, autre chose très rapidement, on ne peut pas parler du port autonome de Cotonou sans parler de cette opération. Depuis quelques années déjà, le port est passé en gestion déléguée. Cette opération, il y a eu tellement de commentaires, de polémiques autour. Est-ce que le Bénin a tiré aujourd'hui un gain ou un bénéfice de cette opération? Si vous le permettez, je ne voudrais pas me prononcer sur la gestion déléguée du port. Nous y reviendrons plus tard. D'accord. Jean-Yves Metopé, vous avez compris. Allons-y. Nous allons avancer et puis nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On ne peut pas parler de l'économie maritime sans parler du transport. Vous êtes aussi un expert, un consultant en logistique, transport et logistique. De quel type de transport le Bénin a-t-il besoin aujourd'hui pour son développement? Bon, merci pour la question. Quand vous parlez de transport, aujourd'hui le transport est transversal. Et il y a plusieurs modes de transport qui correspondent au type de transport. Je voudrais quand même que vous soyez peut-être précis. Est-ce que nous sommes dans le champ donc du transport aujourd'hui, du transport routier ou du transport... donc que ça soit clair, parce qu'il y a plusieurs modes de transport. Il y a le transport aérien, le transport maritime, le transport routier. Donc il faut que le Bénin a besoin de se développer. De quel type de transport? Quels sont les types de transport dont le Bénin a besoin aujourd'hui pour son développement? Aujourd'hui, pour son développement, nous avions besoin donc du transport en commun au Bénin. Nous avions besoin aussi du transport fluvio-lagunaire pour le développement du pays. Et c'est très important. Vous allez constater que aujourd'hui, avec les berges lagunaires, le gouvernement a un projet par rapport aux berges lagunaires. Parce que quand tout serait mis en branle, avec le transport en commun aujourd'hui qui souffre, il faut avoir donc le courage de le dire. Et c'est un secteur ou un domaine qu'il faut assainir. Parce que même avant de venir ici, par exemple, j'ai pris plus d'une trentaine de minutes depuis Kota pour venir dans votre studio ici. Mais s'il avait la voie, pratiquement, en 10 minutes, je suis déjà chez vous. Donc le problème au niveau du transport en commun, je pense que tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire. Imaginez, je vous donne juste un exemple. Vous allez constater que nous sommes ici, c'est la cité Docteur à Calavi. Il y a, si vous voulez le matin, allez vous pointer peut-être quelque part, vous allez voir tout ce flux. Le flux qui quitte donc Calavi pour aller donc dans leur lieu de service. Autrement dit, moi j'ai réfléchi, on a fait sortir beaucoup d'idées par exemple par rapport aux fonctionnaires. Par rapport aux fonctionnaires pour aller peut-être en transport en commun, ceux qui travaillent peut-être dans la ville, et ceux qui travaillent un peu partout dans la ville et qui quittent peut-être les agglomérations, les coins pour venir en ville. Pourquoi ne pas faire instaurer un transport en commun moderne? Et ceci permettra quand même aux fonctionnaires donc même de laisser leur voiture à la maison. Et peut-être très tôt, il y aura des heures. Il y aurait donc des heures et les gens peuvent peut-être venir rentrer dans les bus. Et ça pourrait aussi permettre aussi la fluidité donc, de la circulation. Très bien, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons écouter votre conclusion, M. Damien Arwandokun. Bon, vraiment, c'est rapide là. J'ai été vraiment surpris. Mais ce que nous devons retenir, c'est que, et comme le chef de l'État l'a dit dans sa brillante tournée, que les élections seront donc des moments festifs. Des moments festifs. Oui. Donc, c'est ce à quoi nous constatons. Moi, je constate quand même que l'esprit festif donc, de ces élections, nous avions commencé depuis le début donc, du dépôt des dossiers au niveau donc, de la Sénat et aussi les recours au niveau donc, de la Cour constitutionnelle. Et l'esprit festif doit continuer pour quand même que nous ayons vraiment un président de la République qui doit continuer l'œuvre entamée depuis l'avril 2016.
Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation, Landry Roueton. Merci également. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On était avec Damien Awandokun, juriste expert en économie maritime et portuaire et consultant en transport et logistique, avec lui nous avons parlé de la présidentielle de 2021 et de l'économie maritime au Bénin. Merci et à bientôt.